Vraiment, les chiffres qui circulent déjà, les chiffres du régime, c'est pour tester la capacité de réaction des Camerounais. Si les Camerounais se lèvent comme ils ont commencé à se lever aujourd'hui et disent non, nous n'en voulons pas, le régime va reculer. Et donc le Conseil constitutionnel aujourd'hui, c'est pas un organe qui est là pour proclamer Paul Biya, il est là pour nommer Paul Biya. Parce qu'on s'en fout des résultats de l'urne. Le Conseil constitutionnel nomme Paul Biya. Quand l'écart était très important entre Paul Biya et Chiroma, on divisait par le nombre d'inscrits. Ce qui fait que ça divise artificiellement le pourcentage de M. Chiroma Bakary. Au lieu d'être à 85%, on va le voir à 55% parce qu'on n'a pas divisé par le nombre de votants, on a divisé par le nombre d'inscrits. Et comme le taux de participation est à peu près de 50%, on se retrouve avec un score qui est en réalité la moitié de ce qu'il devrait. Mais heureusement, ça compte pas, parce que c'est le nombre de personnes à l'échelle nationale qui compte. Le score, il est juste à titre indicatif par dépendant, mais il n'a pas d'impact. Mais ça montre la rigueur de ces gens. Il n'y a pas de rigueur. Quand Zuman te parle des enquêtes, je ne suis pas. Parce que moi, je pense que quand il y a une enquête, c'est l'enquêteur qui est le mieux placé pour donner les données. Un blogueur, j'y crois pas. Même s'il me dit que je suis en contact avec l'enquêteur, j'y crois pas. Par contre, quand il s'agit de données, on s'en fout de sa crédibilité. C'est les données qu'il faut juger. Bien sûr. Voilà, parce que je suis habitué de dire, même le pire des escrocs, il sait lire un thermomètre. C'est-à-dire, si le thermomètre, il a 37, l'escroc dit c'est 37, je vais pas dire c'est faux parce que c'est un escroc. Je vais vérifier si c'est 37. C'est ce qui s'est passé avec Zumanto. Je me suis dit, ces données, je vais aller regarder ces données. Tout ce qui est sur le sol camerounais, il ne faudrait pas que les dirigeants culpabilisent les gens en disant, vous cassez. C'est pas Paul Biya qui a construit. Non, tout ce qui a été construit au Cameroun a été fait avec l'argent des Camerounais. Donc il faut d'abord le rappeler, ça ne me dérange pas de casser si c'est moi qui vais payer pour construire. Moi, j'ai rien dit, moi je suis fils de Tchang. J'ai dit, nous, les Tchang de la diaspora, ça ne coûte rien de payer un tribunal flambant neuf sous Chiroma. Si Chiroma est président, nous on s'engage, nous c'est juste les fils de Tchang qui on a dans la diaspora, on leur livre un tribunal de qualité qui n'ont pas à Tchang pour l'instant, et qui rendra pour le coup vraiment justice, quoi. Et M. Moda, comme je l'ai dit, je l'avais annoncé, cette élection est particulière parce que il s'agit d'un référendum. Il s'agissait d'un référendum. Le choix entre Paul Biya qui est placardé, parce qu'il faut noter que Paul Biya n'y est vraiment pas. Ce n'est pas lui qui gère le Cameroun. Il y a une ceinture de personnes qui a fait cette ceinture. Se traduit par ce bouclier des prévaricateurs qui gèrent le Cameroun au nom de Paul Biya. Et ça date, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça va à plus de 10 ans. Monsieur le commissaire, vous le dites depuis un certain temps que Paul Biya, de manière simple, est ce curatelle. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui a eu le faire? Qu'est-ce que le Camerounais lambda, le Camerounais le petit, Camerounais, qu'est-ce qu'il peut faire pour inverser la tendance? Parce que là, on s'oriente vers une insurrection. Effectivement, les chiffres qui circulent déjà, les chiffres du régime, c'est pour tester la capacité de réaction des Camerounais. Si les Camerounais se lèvent comme ils ont commencé à se lever aujourd'hui et disent non, nous n'en voulons pas, le régime va reculer. Et c'est pour cela, pour répondre à votre question, il n'y a pas de solution. L'unique solution est de dire à ce régime, nous avons voté, nous connaissons le résultat des urnes, nous disons non à vos résultats préparés dans les laboratoires. Monsieur Sejanango, on va revenir aux chiffres, parce que c'est là où tout se joue. Est-ce que vous êtes d'avis, vous affirmez de manière péremptoire qu'au regard des chiffres que vous avez, Issa Chiroma est le vainqueur de cette élection? Je me suis même amusé à aller plus loin que ça. C'est-à-dire que le premier jour, j'avais fait le calcul avec les premiers chiffres. Parce qu'en fait, quand on veut conclure sur les projections, il faut éliminer plusieurs biens. Mais j'aimerais quand même d'abord réagir sur ce que disait le commissaire, parce que moi, j'aimerais rappeler aux Camerounais que la seule, si on est croyant, moi je suis pas croyant, mais je vais toujours mettre l'hypothèse du croyant, parce que c'est ce qu'il y a beaucoup de plus chez nous. On est une terre de croyants, les animistes, les musulmans, les chrétiens. Après le peuple, c'est Dieu. Il n'y a personne au-dessus du peuple. Ça veut dire qu'un peuple fâché, qui casse tout, c'est eux qui payent. De toute façon, c'est les impôts qui payent. Hein. Tout ce qui est sur le sol camerounais, il ne faudrait pas que les dirigeants culpabilisent les gens en disant « vous cassez ». C'est pas Paul Biya qui a construit. Non, tout ce qui a été construit au Cameroun a été fait avec l'argent des Camerounais.
Donc il faut d'abord le rappeler, ça me dérange pas de casser si c'est moi qui vais payer pour construire. Moi, j'ai rien dit, moi je suis fils de Tchang. J'ai dit, nous, les Tchang de la diaspora, ça ne coûte rien de payer un tribunal flambant neuf sous Chiroma. Si Chiroma est président, nous on s'engage, nous c'est juste les fils de Tchang qui on a dans la diaspora, on leur livre un tribunal de qualité qui n'ont pas à Tchang pour l'instant, et qui rendra pour le coup vraiment justice, quoi. Donc on n'a pas de problème avec ça. Et tant que c'est d'ailleurs que des casses, ce ne sont que des casses matérielles, c'est des gens. Et moi j'ai été en vacances cet été aux États-Unis où j'ai eu la chance d'aller où a été prononcée la déclaration de l'indépendance des États-Unis à Philadelphie. C'est très édifiant ce qu'on y dit. Il est écrit d'ailleurs dans cette déclaration que le peuple, quand il a le sentiment que la classe dirigeante n'œuvre plus pour son intérêt, elle a l'obligation et le droit de la renverser. C'est quand même fort. C'est-à-dire que les pères fondateurs de la plus grande nation démocratique du monde inscrivent dans leur démocratie la possibilité que le peuple renverse. Excusez-moi, monsieur Sajanago, on l'a vu avec certains partisans de Trump lors de la première élection. Oui, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, le problème aussi, c'est que cette constitution aussi permet d'écarter un dirigeant illégitime. Par exemple, la constitution américaine autorise n'importe quel Américain à mettre hors d'état de nuit un dirigeant illégitime. Ça veut dire que le coup d'état n'est pas possible. Vous faites un coup d'état, par exemple, le 20 janvier. Au lendemain du 20 janvier, si Trump s'obstine à rester, c'est son garde de corps qui l'interpellait directement, puisqu'il n'est plus présent. Et c'est quoi ça? C'est la procédure d'impeachment? Non, c'est pas l'impeachment. Ça veut dire que quand vous êtes illégitime, n'importe quel Américain a le devoir de vous écarter. Ça veut dire que vous faites un coup d'état aux États-Unis, toute personne qui vous élimine est en rapport avec la loi américaine. Ça veut donc dire que si Trump qui avait voulu faire le forcing pour rester, exactement, étant donné que les États-Unis c'est un système où tous les pouvoirs sont séparés, d'ailleurs le garde du corps américain n'a aucun compte à rendre à son président, il peut le contraindre par la force s'il est en danger. Par exemple, si vous êtes en déplacement, le garde du corps vous dit allons par là, vous dites vous allez par là, s'il a la conviction que vous êtes en danger, il peut vous contraindre par la force à aller par là. Donc le président américain, il n'a pas de pouvoir sur ses gardes du corps. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont changé en France, quand on a eu la Hollande avec le scooter, ils ont cassé ce lien de subordination, ce lien de hiérarchie qu'il pouvait y avoir entre le président et ses gardes du corps. Donc aujourd'hui, un garde du corps peut désobéir au président sans subir les conséquences. Et c'est la même chose aux États-Unis. Le problème de l'armée américaine, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'on a oublié dans nos pays, l'armée est là pour servir et sécuriser le peuple. Ça veut donc dire qu'elle ne sert pas un président. À partir du moment où vous avez perdu l'élection, l'armée doit aussi contribuer à faire respecter la volonté du peuple. Donc si Donald Trump restait à la présidence en faisant le forcing, dès le 21 janvier, c'était un militaire, un gars de sa garde qui l'aurait interpellé puisqu'il n'est plus président. Bien sûr. Il aurait interpellé pour faire respecter la volonté du peuple qu'il a perdu l'élection. Hein. Voilà, c'est comme ça. Il y a un résultat, le peuple s'est exprimé, les données disent que c'est Trump qui a gagné, il aurait interpellé. Donc j'ai trouvé ça quand même pas mal édifiant, surtout dans le contexte de campagne qu'on avait chez nous, de dire en fait, les gens, n'ayez pas peur. Quand vous avez des dirigeants, la déclaration des droits civils, la déclaration de l'indépendance vient du fait que les Américains, à un moment donné, ont eu le sentiment que les Anglais étaient plus là pour se graisser que pour jouer sur les intérêts des Américains. Ils ont dit non, ils l'ont renversé. Donc la plus grande nation américaine est née sur ce qui se passe actuellement au Cameroun. Il ne faut pas avoir un côté péjoratif de dire c'est des émeutiers, c'est des insurrectionnels. C'est un peuple qui a infligé un message clair. Moi, je vous dis, moi j'ai l'habitude dans mes directs d'être très incisif envers les Camerounais. Pour la première fois, j'ai pu dire que j'étais fier d'eux. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des mois, pendant des années, ils ont demandé à l'opposition d'être cohérents. Il y a un mec en face, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pour prendre la métaphore d'une personne, c'est un baobab, on ne débarrasse pas un baobab avec une houe. On ramène un tractopelle, un caterpillar, quoi. Entendez-vous, n'allez pas à 20 contre lui. Entendez-vous, ils n'ont jamais réussi à le faire, le peuple l'a fait pour eux. Il y a eu un vote utile. C'est-à-dire que Cabral Libi, je pense qu'il pèse légèrement un peu plus que ça. Le SDF, je pense qu'il pèse plus que 1%. Mais il y a beaucoup de leurs partisans qui ont dit, ça fait 5 ans, on vous dit parlez-vous, vous vous insultez, on ne vous comprend pas. Il y a lui qui est arrivé, qui nous a parlé, qui a dit, transition, je mets en place des bases démocratiques. Ça c'est ce qu'on avait envie d'entendre. On va lui faire confiance. Et ils sont partis, comme il n'y a pas eu de mot d'ordre, hein, il n'y a eu rien. Il n'y a que la statistique qui permet d'expliquer ça. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui pensent que certains bureaux de vote peuvent venir et inverser la tendance, c'est des personnes qui ont en fait, c'est des moines déguisés, en fait. Hein. Ça ne relève pas de la rationalité. Et on peut même d'ailleurs vérifier la probabilité de tels événements. On va y venir tout à l'heure quand il sera encore question des chiffres. Mais en fait, il n'y a que la statistique qui explique ce comportement de masse. C'est-à-dire qu'on a un mec dans le maillot qui décide, tiens,
Habituellement, je vote pour l'UNDP, mais là, non, je vais voter Chiroma Bakary. Dans mon village, t'as un gars qui a l'habitude d'aller souvent pour le SDF, ils sont souvent 13 SDF dans mon village, qui décide, non, dans l'isoloir, je vais mettre Chiroma dans le Mbam. C'était pareil, j'ai les résultats du Mbam catastrophiques, c'est une bérésina. À cet endroit-là, vous allez partout, c'est la bérésina. Alors que les mecs, non, il n'y a pas eu de mot d'ordre. C'est le signe du tendance. Bérésina pour... Dans un climat politique chargé d'émotions et de doutes, les propos du commissaire Léopold Eben, activiste camerounais exilé en Europe, résonnent avec une force particulière. Ses déclarations sur l'élection récente au Cameroun, où il affirme qu'Issa Chiroma serait le véritable vainqueur, interpellent, bousculent et réveillent les consciences. Mais au-delà du choc des mots, il est essentiel de comprendre le fond du message, une profonde remise en question du système électoral, de la transparence et du rapport entre le pouvoir et le peuple. Dès ses premières phrases, Eben met le ton. Selon lui, les chiffres diffusés par les institutions proches du régime seraient avant tout des tests, des outils pour mesurer la réaction des citoyens. Cette analyse mérite qu'on s'y attarde. L'idée selon laquelle un pouvoir pourrait volontairement publier des chiffres approximatifs pour jauger la société révèle une fracture entre gouvernés et gouvernants. Ce genre de stratégie, s'il est avéré, n'est pas propre au Cameroun. On l'a vu dans d'autres contextes où les autorités cherchent à anticiper les mouvements de contestation pour ajuster leurs décisions. Le discours d'Eben s'appuie sur une conviction forte, le peuple détient le dernier mot. Pour lui, si les Camerounais s'unissent dans un refus collectif, pacifique mais déterminé, aucune manœuvre ne pourrait effacer leur choix exprimé dans les urnes. Il n'appelle pas à la confrontation, mais à la vigilance citoyenne. Cette nuance est essentielle. Dans le contexte actuel, où les tensions post-électorales montent, il est primordial de lire ces propos comme un appel à la responsabilité populaire, non comme une incitation au désordre. Ce que dit Eben, c'est que chaque Camerounais doit se rappeler que la souveraineté appartient au peuple. Que personne n'est au-dessus de cette volonté collective. C'est une idée universelle, inscrite dans toutes les grandes démocraties. Lorsqu'il évoque la division artificielle des pourcentages, il met en lumière une critique technique. Selon lui, les résultats seraient biaisés par des calculs fondés sur le nombre d'inscrits plutôt que sur les votants effectifs. Cela donnerait, d'après son raisonnement, un avantage arithmétique au pouvoir sortant. Là encore, l'analyse mérite réflexion. Si les taux de participation sont faibles, baser les pourcentages sur les inscrits peut en effet modifier l'image finale du scrutin. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, mais d'une question de méthode et de transparence électorale. Tout au long de son intervention, Eben alterne entre la dénonciation et la pédagogie. Il ne se contente pas de pointer du doigt. Il explique, compare, illustre. Lorsqu'il cite le thermomètre, il veut dire que la vérité ne dépend pas de celui qui l'a dit, mais de sa vérifiabilité. Cette métaphore simple mais puissante est accessible à tous. Peu importe qui annonce les chiffres, l'important est de les vérifier. Cette approche appelle à une culture du fact-checking, à une société où l'opinion publique ne se contente pas d'écouter, mais cherche à comprendre, à vérifier, à comparer. Ce message, loin d'être un simple discours d'opposition, renvoie à une exigence démocratique, la transparence du processus électoral. Et c'est ici que son message trouve tout son sens. Quand il dit que le Conseil constitutionnel nomme, plutôt qu'il ne le proclame, il pointe une inquiétude, celle d'une institution perçue comme dépendante. Mais attention, analyser ces propos ne veut pas dire les adopter aveuglément. Il faut garder un regard équilibré. Dans tout pays, il est possible que des institutions soient perçues comme partisanes, mais il est aussi possible que certaines critiques exagèrent la réalité. L'enjeu ici, c'est la confiance. Quand une grande partie de la population doute des institutions, la démocratie vacille. Et ce doute, au Cameroun comme ailleurs, ne vient pas de nulle part, il s'alimente de décennies de promesses non tenues, de frustrations accumulées, de décalage entre discours officiels et réalités vécues. Ce qui frappe dans le discours du commissaire Eben, c'est son ton direct, presque familier, qui parle à tout le monde. Il ne cherche pas à séduire les élites, mais à s'adresser au peuple, à ceux qui vivent les conséquences du pouvoir au quotidien. Cette proximité dans le langage, cette franchise parfois brutale, font partie de sa force de persuasion. Il n'utilise pas un langage d'intellectuel déconnecté, mais celui du citoyen qui ressent, observe et s'interroge. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi ses propos font tant réagir. Dans un pays où la parole publique est souvent surveillée ou encadrée, un discours aussi libre attire forcément l'attention. Mais attention, la liberté d'expression doit toujours s'accompagner de responsabilité. Et dans ce contexte sensible, il est important que chacun, auditeur ou commentateur, garde la mesure. L'analyse critique, c'est aussi savoir entendre sans s'emporter. Comprendre sans déformer. À ce stade, l'analyse montre que le commissaire Eben veut surtout provoquer une prise de conscience collective.
Il invite les Camerounais à ne plus subir passivement l'histoire, mais à la comprendre, à la questionner, à y participer. Son appel n'est pas à la violence, mais à la vigilance. Il rappelle que la démocratie ne se limite pas à voter. Elle consiste à défendre pacifiquement le sens du vote. Et dans ce climat de tension, sa voix s'inscrit dans un débat plus large, celui du rapport entre peuple, pouvoir et vérité. Faut-il croire aux chiffres officiels? Faut-il croire à ceux de l'opposition? Ou faut-il simplement exiger la transparence, la clarté et la vérification indépendante des faits? Ce sont là des questions que tout citoyen devrait se poser. Et c'est justement ce qui rend ce moment si important pour le Cameroun, un moment où le peuple, par sa maturité, peut choisir la voie de la paix, de la lucidité et de la responsabilité collective. Index revers pointant vers la droite blanc. Si tu regardes cette analyse, prends un instant pour t'abonner, liker la vidéo et laisser ton avis en commentaire. Ton opinion compte. C'est ensemble, par le dialogue et le partage, qu'on construit une conscience citoyenne forte et éveillée. Partage cette vidéo autour de toi pour que chacun entende, réfléchisse et se fasse sa propre idée. En avançant dans son intervention, le commissaire Léopold Eben met en lumière un autre aspect essentiel, le rapport entre le peuple et les biens publics. Il rappelle avec force que tout ce qui a été construit au Cameroun l'a été avec l'argent des Camerounais. Cette phrase, simple mais percutante, renverse une idée souvent implicite. Les infrastructures, les bâtiments publics, les routes, les institutions ne sont pas des dons du pouvoir, mais le fruit du travail collectif du peuple. Ce rappel est fondamental. Il ne s'agit pas d'un discours de rupture, mais d'une réappropriation symbolique. Le citoyen doit comprendre que l'État n'est pas une entité étrangère, mais une construction commune. Quand il dit que casser ce qui appartient à tous n'est pas forcément une destruction, mais parfois une expression de ras-le-bol face à l'injustice, il ne justifie pas la violence, il souligne le désespoir social. Et ce désespoir, on le retrouve souvent dans les sociétés où le dialogue est rompu, où la confiance entre les institutions et le peuple s'est effritée. Eben exprime ce que beaucoup ressentent sans oser le dire, un profond sentiment de confiscation du pouvoir par une élite qui, selon lui, se maintient au détriment de la majorité. Mais là encore, il faut faire attention à la lecture qu'on en fait. Un discours comme celui-ci n'appelle pas à la division, mais à la réflexion collective. Il met les Camerounais face à une question cruciale. Comment reconstruire une société où chaque citoyen se sent écouté, respecté et représenté? Quand il affirme que, si le peuple se lève, le régime recule. Cela ne veut pas dire un soulèvement anarchique. Il s'agit plutôt de la force morale du collectif. L'histoire du monde l'a montré à maintes reprises. Un peuple uni et pacifique, lorsqu'il réclame la vérité et la justice, devient une puissance que personne ne peut ignorer. Mais encore faut-il que cette union s'exprime dans la paix, l'ordre et la dignité. Parce que c'est dans la maîtrise de la colère que naît la légitimité. Et dans ce moment précis de l'histoire du Cameroun, la maturité du peuple sera observée par le monde entier. Les citoyens ont une occasion unique de montrer que l'Afrique peut écrire une nouvelle page de son destin, non par la confrontation, mais par la conscience, la solidarité et la lucidité. Ce que dit Eben sur le Conseil constitutionnel, sur les chiffres et sur la manipulation perçue du scrutin, rejoint une préoccupation universelle, la confiance dans le processus électoral. Dans toutes les démocraties, cette confiance est le socle de la stabilité. Lorsqu'elle s'effrite, le pays tout entier entre dans une zone de turbulence. C'est pourquoi, au lieu de s'enfermer dans la colère, les Camerounais devraient transformer leur frustration en exigences constructives. Réclamer la transparence, le contrôle citoyen et la responsabilité institutionnelle. L'intervention du commissaire a aussi une portée symbolique. Exilé, il parle avec la distance de celui qui observe depuis l'extérieur, mais avec la passion de celui qui n'a jamais quitté son pays de cœur. Il représente cette diaspora camerounaise éparpillée à travers le monde, mais toujours profondément attachée à la terre natale. Quand il promet que les fils de Tchang pourraient financer un tribunal moderne pour leur région si Chiroma était élu, il envoie un message d'espoir. La diaspora n'est pas spectatrice, elle peut être actrice du changement. C'est un engagement moral, presque patriotique, qui montre que même loin, les Camerounais de l'extérieur se sentent co-responsables de l'avenir du pays. Mais derrière ce message, il y a aussi une critique implicite. Pourquoi faut-il que ce soit la diaspora qui promette de reconstruire ce que l'État devrait déjà garantir? C'est une question qui dérange, mais qui révèle la fracture économique et institutionnelle entre les promesses politiques et la réalité vécue. Le commissaire, en soulignant l'importance du rôle du peuple et de la diaspora, veut probablement rappeler que le changement ne viendra pas d'en haut, mais de la volonté collective des citoyens conscients. Son discours, même s'il peut paraître dur, est avant tout un appel à la dignité et à la responsabilité. Il invite à refuser la résignation, mais sans basculer dans le chaos. Et quand il parle du bouclier de prévaricateur qui,
selon lui, entourerait le président, il met en évidence une réalité que beaucoup de pays connaissent, l'existence d'un cercle d'intérêts qui, souvent, protège le pouvoir au détriment du peuple. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un cas isolé. Ce phénomène est ancien et universel. Mais l'important, dans une analyse citoyenne, n'est pas de chercher des coupables, mais des solutions. Alors, quelle solution? Eben le dit lui-même. L'unique solution est de dire au régime, nous avons voté, nous connaissons le résultat des urnes. Autrement dit, il prône la véracité des résultats, la reconnaissance de la volonté populaire, sans appel à la confrontation physique. Son message s'adresse à la conscience collective, celle d'un peuple qui veut être respecté, entendu et reconnu dans son choix. À travers ses propos, on sent une lassitude face à la longévité du pouvoir. 43 ans de présidence, pour beaucoup, c'est toute une vie sous le même système. Ce chiffre, plus que politique, est symbolique. Il traduit le besoin de renouveau, de respiration démocratique, de transmission générationnelle. Mais l'enjeu n'est pas seulement de changer d'homme. Il s'agit de changer de logique, de passer d'une culture de domination à une culture de participation. C'est là que le discours d'Eben trouve son sens profond. Il ne s'agit pas de remplacer un dirigeant, mais de refonder le rapport entre l'État et le citoyen. C'est cette idée que les Camerounais doivent retenir. Le véritable combat n'est pas contre un individu, mais contre un système de fonctionnement qui étouffe l'expression populaire. Et ce combat, il ne peut se mener que dans la paix, la discipline et la cohérence. D'ailleurs, l'un des points les plus intéressants dans cette analyse est la comparaison faite par un autre intervenant entre le Cameroun et les États-Unis. Cette référence à la déclaration d'indépendance américaine sert à rappeler un principe fondamental, le peuple est souverain. Lorsque les institutions cessent de servir le peuple, elles perdent leur légitimité morale. Mais encore une fois, cette souveraineté ne doit pas être synonyme de désordre. Elle doit s'exprimer dans le respect de la loi, la dignité et la volonté de construire un avenir meilleur. Ce parallèle entre la démocratie américaine et la situation camerounaise n'est pas une provocation. C'est une invitation à la réflexion. Les grandes nations ont aussi traversé des moments de doute, des crises de confiance, des tensions internes. Mais elles ont su en sortir parce que le dialogue, la justice et la vérité ont fini par prévaloir. C'est cette trajectoire que le Cameroun doit viser. Non pas la rupture brutale, mais l'évolution intelligente. Les propos du commissaire doivent donc être compris comme un signal d'alerte, un cri du cœur patriotique qui invite chaque citoyen à se poser les bonnes questions. Et toi qui regardes cette vidéo, tu peux aussi être acteur de ce changement. Abonne-toi à la chaîne, partage cette analyse, laisse ton avis en commentaire. Ton opinion compte, ta voix compte. Parce qu'un peuple éclairé est un peuple fort, et qu'un peuple fort peut transformer son destin sans violence.